qualité de doyenne, comment souhaitez-vous vous impliquer dans la formation des auditeurs de justice? Quel message aimeriez-vous leur passer? Mon idée pour m'investir dans la formation initiale des auditeurs de justice, c'est d'abord très modestement d'apporter mon expérience, évidemment mon expérience professionnelle, mais c'est aussi par un regard extérieur, celui du praticien, de contribuer à la construction de la formation par l'école. Une formation avec, de mon point de vue, un objectif, une formation qualifiante qui vienne au soutien des collègues lors de leur prise de fonction, et qui soit pour eux finalement un gage de réussite et qui leur permette de remplir totalement leurs fonctions. Donc évidemment, je pense que ce qu'il est important de souligner, c'est que l'école doit rester ce creuset formidable de réflexion, d'échanges entre milieux professionnels différents. C'est une école qui est une école qualifiante dans ce sens qu'elle construit la réflexion juridique, qu'elle permet des approches déontologiques, mais ça doit être, de mon point de vue également, une sorte d'école d'application en confrontant les élèves aux réalités professionnelles et en les mettant aussi en capacité de faire des rencontres extra-institutionnelles. Quant au message que je souhaiterais leur faire passer, il est à double titre. C'est celui de leur dire soyez fiers, mais soyez aussi modestes. Soyez fiers en ce sens que, c'est une formidable fonction que celle que les collègues vont aborder. Et comme le souligne le Conseil supérieur de la magistrature dans ses référentiels, l'acte de juger, il est essentiel à l'état de droit, mais entre leurs mains, les magistrats ont l'honneur, l'avenir d'un homme, sa liberté, ses intérêts, je dirais, économiques, et dès lors, sans justice professionnelle, il n'y a pas d'état démocratique. Mais soyez modestes aussi en ce sens de cultiver la culture du doute. Alors pas ce doute qui empêche de prendre une décision, mais ce doute qui, dans le questionnement perpétuel, fait que lorsqu'on est en recherche de la vérité et de la solution judiciaire, on n'hésite pas à prendre tous les chemins de la réflexion. Et enfin, j'ai envie de leur dire à ces collègues que je rencontrerai bientôt en juridiction, soyez professionnels certes, mais n'oubliez pas, je dirais, l'épaisseur humaine de tous les dossiers. C'est pour ça qu'une procédure ne sera jamais tout à fait similaire à une autre, y compris dans ce qu'on appelle les contentieux de masse, mais que pour percevoir cette épaisseur humaine des dossiers, il faut savoir écouter. Et cette capacité d'écoute, juridiquement, ça s'appelle le respect du principe du contradictoire, et déontologiquement, ça s'appelle l'attention portée à autrui. Vous intervenez régulièrement dans les sessions de formation continue de l'ENM. Que souhaitez-vous transmettre aux magistrats en fonction? Alors, le message pour les magistrats en fonction, c'est de leur dire que pour moi, la formation continue, même si elle impacte nécessairement l'emploi du temps professionnel, et si quelquefois on pense qu'on n'a pas le temps, elle m'apparaît tout à fait essentielle à 3 titres. Premier d'entre eux, c'est le fait que c'est quand même un moment rare d'échange sur les pratiques professionnelles et de regard qualitatif sur la décision que l'on rend. Je dirais que pour ceux qui sont candidats, comme pour les formateurs, c'est finalement se tendre un miroir qui nous permet de savoir si dans le quotidien, qui quelquefois raccourcit les journées et les temps de réflexion, la décision que l'on rend, elle est bien en conformité avec les principes de droit qui quelquefois sont mis en distance. Le deuxième titre pour lequel la formation continue paraît essentielle, c'est parce que d'abord ça peut être une formation de plus grande spécialisation, puis ça peut être une formation de mise à niveau,
dans ces temps où les règles de droit et la jurisprudence ne cessent d'évoluer, dans ces temps où les contentieux deviennent de plus en plus complexes, dans ces temps où même les techniques d'enquête deviennent de plus en plus pointues. C'est un moment rare de pouvoir ainsi se poser. Et le troisième point sur lequel il m'apparaît que la formation continue est essentielle, c'est qu'elle permet ces rencontres entre interlocuteurs habituels, mais hors les murs de la juridiction, ce qui permet de situer l'activité judiciaire dans son environnement et qui permet surtout, de mon point de vue, de donner les outils pour pouvoir porter l'institution judiciaire au niveau où elle doit être dans la cité. À quelles évolutions et défis la justice pénale est-elle confrontée actuellement et comment aider les auditeurs de justice et les magistrats à s'y préparer? La justice pénale est confrontée à des défis multiples. Ils peuvent être énumérés un peu pêle-mêle. D'abord, l'idée que la délinquance même de proximité, c'est-à-dire les vols avec effraction, le proxénétisme, le blanchiment, sont des phénomènes de délinquance qui se déploient hors les frontières. Donc il faut que notre institution judiciaire sache relever ce défi de l'international, qui existe pas seulement dans la criminalité organisée. Le deuxième défi de la justice pénale, ça va être l'émergence de contentieux nouveaux et de grande complexité. C'est par exemple les nouveaux enjeux de l'environnement, ce sont les accidents collectifs, ce sont les problèmes de santé publique à victimes multiples, et c'est évidemment, c'est ce qui est encore plus connu et plus perçu, la lutte contre la radicalisation violente et le terrorisme. Mais ça peut être aussi les défis de la justice de demain. Qu'est-ce que la justice numérique par rapport au contact avec le justiciable? Qu'est-ce que l'aide au magistrat et quelle est la fonction du magistrat que l'on envisage pour demain? Et en cela, l'école peut permettre de répondre à ces défis, de mon point de vue, tout simplement en fournissant un éclairage aux auditeurs ou aux magistrats en fonction sur ces nouveaux enjeux, et du coup, en leur permettant, parce qu'ils ont eu le regard ouvert sur ces nouveaux défis, d'avoir une meilleure réactivité, et puis peut-être, pourquoi pas, avoir finalement une capacité d'invention, parce que la justice de demain, c'est aussi une capacité d'innovation. Entre approche globale et sens des actes isolés, la prise de décision en matière pénale peut être difficile. Décider s'apprend-il? Décider ne s'apprend pas. En revanche, ce qui peut s'apprendre, c'est la méthode de la réflexion juridique, qui va donc aider à la capacité de décision. Et ce qui peut s'apprendre, ce sont les outils et la manière d'utiliser les outils qui sont mis à disposition du magistrat pour décider. J'ai envie, pour répondre à votre question, de reprendre une formule qui m'avait été donnée par un professeur de droit, il y a bien des années, qui disait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir le code dans la tête, il suffisait de savoir avoir la tête dans le code. Eh bien, c'est à peu près ce système de réflexion que peut porter l'école pour favoriser la capacité de décision. Y a-t-il des thèmes ou des projets sur lesquels vous aimeriez particulièrement travailler à l'ENM? Alors, je pense que toutes les actions de formation sont pour moi une source d'enthousiasme, parce que je pense que tous les niveaux de formation sont porteurs de très grands enjeux. Et donc les prioriser serait, à mon avis, pas du tout pertinent. En revanche, puisque la question m'invite à cette réflexion, je dirais qu'il y a des thématiques qui m'apparaissent importantes à faire émerger, ou en tout cas à garder dans le fond de son esprit. C'est pour demain, et peut-être même pour tout de suite. C'est en thématique le traitement du renseignement. Vous savez, le renseignement pénitentiaire, le renseignement des GSI, le renseignement territorial, par l'institution judiciaire, et pas seulement sous son appréhension de judiciarisation. C'est un premier thème. Le traitement aussi de ce qui est aujourd'hui la place des politiques pénales dans les politiques publiques. Une politique pénale définie par un procureur de la République, comment elle
peut-être mise au niveau face aux autorités du ministère de l'Intérieur ou face, je dirais, aux autorités préfectorales. Comment porter ces ambitions des procureurs de la République, des procureurs généraux et du ministère de la Justice. Ce qui m'apparaît également tout à fait important d'entreprendre comme chemin de réflexion, c'est à nouveau la communication de la justice, la communication à l'égard de nos concitoyens, la communication institutionnelle, et comment la justice se positionnera face à ce développement à la fois porteur de tout un tas de bienfaits, mais aussi de tout un tas d'effets néfastes, que sont l'appréhension de la justice par les réseaux sociaux, et qui peuvent être des sources de fragilité pour les magistrats, de sources de fragilité pour les enquêtes, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant, car ce sont les outils de demain.